Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Les voix de l'exil, l'Harmattan 1995. Les mots, l'Harmattan 1996. Maghrébin de France, Privat 2004. Frantz Fanon, L'homme de rupture, Paris Alphabar 2010, Réédition Baadine Constantine. La bataille de Sétif, roman l'Harmattan 2011. En préparation. Introduction à la littérature négro-américaine. Préface de Paul Balta. Abdelkader Benarab est professeur des universités. Il vit entre Paris et Alger où il est souvent invité pour des conférences. Préoccupé par la question culturelle et religieuse au sein des communautés de la diaspora, il a publié de nombreux articles sur le sujet et continue à donner des conférences, en Europe et au Maghreb, sur le développement et la diffusion de la presse, de la langue et de la culture arabe et sur les thèmes de l'interculturalité, des post-colonial studies et de la littérature africaine. Auteur de plusieurs ouvrages dont Les voix de l'exil, 1995, et Maghrébin de France, 2004, Abdelkader Benarab revient dans Islam et immigration sur des thèmes qui lui tiennent à cœur et qui sont à mes yeux essentiels. La question culturelle qui est au cœur de ses réflexions et même de sa vie, est évidemment présente dans les 12 chapitres qui tiennent en 90 pages et traitent de thèmes fondamentaux. Ils le sont d'autant plus qu'en France ils sont occultés et le plus souvent traités avec mépris par nombre de spécialistes. Particulièrement séduit par le chapitre « Langue maternelle, identité et pouvoir », je précise à ce propos que je suis né à Alexandrie de père français et de mère égyptienne chrétienne. La France est donc ma patrie, mais je dis toujours que l'Égypte est ma deuxième patrie et que j'ai du sang arabe dans les veines. À la maison, nous parlions français mais aussi arabe. Quand j'étais petit, maman me racontait en arabe, des adoutas, des histoires pour m'endormir. C'est pourquoi j'apprécie cette phrase de l'auteur. L'enfant qui n'a pas baigné dans sa langue maternelle, n'a jamais été bercé par le murmure affectueux et les mélodies rythmées de ses voix n'eût connu sans doute, par substitution, que des langages fragiles manquant d'être lisses et duveteux. La maîtrise de la langue arabe a été capitale pour moi au journal Le Monde. J'ai couvert de 1970 à 1985 le monde arabe et j'ai constaté que la quasi-totalité de mes confrères l'ignoraient complètement ou presque, de même que le monde musulman. Une autre citation résume bien l'esprit de ce chapitre. La famille immigrée qui a conservé l'usage de la langue maternelle et les pratiques culturelles d'origine, même dans un espace restreint, fonctionnant en microclimat, est plus à même de s'adapter aux nouvelles formes d'organisation sociale et à une plus large socialisation. Langue et patrimoine culturel, loin de constituer un frein à l'intégration, au contraire hâtent sa réalisation. Justement quand les langues maternelles ne sont pas intégrées au processus de socialisation, comme c'est dans le cas de certains enfants immigrés, il se développe chez eux une force réactive et une impulsivité caractérielle, que M. Abdelkader Benarab explique clairement quand il aborde les raisons de la colère. Car dit-il, quand des jeunes issus de l'immigration maghrébine et africaine faisaient leur entrée sur la scène publique, la société française était ni préparée ni prête à écouter une jeunesse fraîchement sortie des banlieues, à l'orée d'une adolescence terriblement fragile. La révolte des banlieues en 1981-1982 et la célèbre marche des beurs pour l'égalité en 1984 étaient prémonitoires et leur slogan disait « Nous sommes Français et nous voulons vivre dans le respect et l'égalité des droits ». Or, comme le souligne le professeur Benarab, Français de seconde zone, discriminés au travail et même à l'école, sans aucune perspective d'avenir, ces jeunes se replient sur leur cité et guettent la moindre provocation pour défier l'autorité tenue pour leur ennemi. Ces mêmes immigrés sont souvent pris pour cible, sous le feu de l'actualité médiatique et politique aux retombées peu rassurantes, auxquelles on fait sentir d'une manière cyclique la précarité de leur existence. Certains magazines affichent quotidiennement et d'une manière ostensible leurs titres provocateurs sur le spectre effrayant d'un islam menaçant et intégriste plus souvent fantasmé, pour nourrir de haine secrète l'imaginaire collectif. L'exemple de la guerre en Irak était senti comme une agression contre leur propre personne physique et morale. Dans le chapitre L'agression de l'Irak, pays que je connais bien, je me bornerai à dire qu'il est le bienvenu car l'agression décidée par ce président inculte qu'est George W. Bush a été catastrophique. En 5 ans,
Elle a fait côté irakien plus d'1 million de morts sur 28 millions d'habitants. Saddam Hussein a fait massacrer environ 300 000 chiites et 170 000 Kurdes en 20 ans. Une autre partie, l'islam et l'Europe, et penseurs de l'islam et développement scientifique, a une importance capitale, surtout dans le contexte actuel d'islamophobie suscitée, entre autres par Ben Laden et les attentats d'Al-Qaïda. J'y suis d'autant plus sensible que dans mon dernier livre, Islam et Coran, idées reçues sur l'histoire, les textes et les pratiques d'1,5 milliard de musulmans, édition Le Cavalier Bleu, Paris, 2011, rédigé avec Michel Kuipers et Geneviève Gobillot, je rappelle une réalité occultée en Occident et ignorée, hélas, par 95% des musulmans car elle n'est pas enseignée dans les écoles. Du 8e au 14e siècle, la civilisation arabo-islamique a été à la pointe de la modernité. Il y a certes eu un miracle grec dans l'Antiquité, mais il y a eu aussi un miracle arabe au Haut Moyen-Âge, celui des savants et des penseurs qui ont choisi de rédiger leurs travaux dans cette langue alors qu'ils étaient persans, berbères, andalous, juifs. Ils ont exploré tous les domaines du savoir. Astronomie, mathématiques, physique, chimie, médecine, philosophie, histoire, géographie, architecture, botanique, gastronomie. Les Arabes, chrétiens d'abord, puis ceux convertis à l'islam, ont commencé par traduire les textes fondamentaux grecs, persans, indiens. Les conquérants arabes ont assimilé parallèlement les techniques et les savoirs des peuples conquis, avant d'innover avec eux, puis seuls. Sans ces apports, la Renaissance européenne n'aurait pas vu le jour ou aurait été plus tardive. Abdelkader Benarab commence par rappeler les apports du Coran. De nombreuses sourates invitent les hommes et les femmes à acquérir le savoir et la connaissance. L'auteur passe en revue les sourates qui portent sur des notions de chimie, de toxicologie, de médecine, etc. Ensuite, avec des exemples à l'appui, il rappelle les apports des savants dont celui d'Ibn Khaldoun 1332 à 1406 qui me tient à cœur, né à Tunis. Il est l'ancêtre de la sociologie et de l'historien au sens moderne du terme alors qu'il n'y avait à l'époque que des chroniqueurs sur les deux rives de la Méditerranée. Hélas, cet élan de création et de pensée productive a été brusquement interrompu. Les héritiers de la civilisation islamique n'ont pas été les dignes continuateurs de leurs ancêtres. Pire, ils ont dilapidé toutes les valeurs de la science et de l'éthique par ces derniers cumulés, dont l'apport a éclairé l'humanité. Monsieur Abdelkader Benarab prend l'exemple de la traduction et s'indigne de la quasi-inexistence de cette discipline dans les universités arabes. Les traductions scientifiques du patrimoine universel vers l'arabe ne constituent que quelques 3%. Pourquoi et comment ? Je vous invite à découvrir les explications d'Abdelkader Benarab. Je formule un souhait, que le printemps arabe contribue à renouer avec l'âge d'or de la civilisation arabe et l'incite à innover. Correspondant du Monde au Maghreb, basé à Alger de 1973 à 1978, je suis particulièrement sensible au chapitre 8, la grande crise de l'université algérienne, alors qu'on célèbre le 50e anniversaire de l'indépendance en 2012, l'auteur avec force détail et une vue pénétrante analysait l'apostrophe. Évolution complexe entre les convictions et les espoirs qui animent intellectuels et universitaires après la guerre de libération, et les multiples problèmes qui ont surgi au fil des ans. Nous suivons le développement de sa pensée à travers deux passages. Je prends l'exemple de la littérature romanesque algérienne et sa critique en général, sous sa double expression arabe et française. L'une comme l'autre se croisent sans se connaître, se côtoient dans l'ignorance mutuelle. Leurs auteurs sont monolingues, hormis de rares cas et ce n'est pas un moindre handicap. Depuis les années 90, on voit surgir une catégorie de néo-intellectuels installés majoritairement en France, dont le souci est le plus souvent l'attrait narcissique pour les espaces publics surtout médiatiques, pourvoyeurs de célébrité et de prestige social. L'auteur revient dans le chapitre 9 au thème de l'immigration. Une manière de dissiper l'équivoque d'une immigration exclusivement ouvrière, et qui se reproduit uniquement pour des tâches subalternes. Il montre que cette immigration a ses acteurs culturels et ses écrivains qui nous font partager leurs précieux témoignages. Dans la partie la plus longue intitulée « Littérature du Maghreb et d'Afrique », qui est d'une incroyable richesse culturelle et d'un émouvant humanisme, l'auteur analyse les œuvres de plusieurs auteurs immigrés, maghrébins et africains.
Je cite entre autres Nabil Fares, Driss Shraibi, Rachid Boudjera, Madi Sharef, Aklit Adjer, El Wari, Farida Belgoul, Sakina Boukedena, Mouloud Feraoun, mais aussi les témoignages d'autres textes, Frantz Fanon, Pierre Bourdieu, John Steinbeck, Abdelkébir Katibi, Nedim Gursel, Édouard Glissant, Dino Buzzati, Calixte Beyala, Tahar Benjeloun. Les citations tirées des livres auxquels il fait référence m'ont invité à relire certains de ceux que je connaissais, et à découvrir d'autres avec autant de plaisir. Abdelkader Benarab explique et analyse le vécu en France de ces écrivains émigrés. Je cite ce passage pour illustrer sa démarche. Les romans de l'immigration ont abouti au dévoilement d'une dimension humaine jusque-là évitée ou ignorée, dans sa variante culturelle et affective, par la perpétuation d'un discours dont la réalité retenait la donnée instrumentale et la fonction immédiate d'un vécu que lui confèrent les strictes limites d'un statut, celui de travailleur immigré. Universitaire de talent, Abdelkader Benarab participe actuellement à l'actualité qui secoue en France la sphère intellectuelle et qui porte sur le plagiat. Dans ce débat public, il donne une affirmation au lecteur qui peut paraître paradoxale. Plagier, c'est apprendre à écrire. Après avoir précisé, le plagiat n'est pas du copier-coller. Phénomène récent, celui-ci relève de la fraude. L'auteur explique comment en s'inspirant de beaux textes on devient à son tour écrivain. Le dernier chapitre, sur fond d'exil et de nostalgie, invite le lecteur à se laisser transporter délicieusement par l'imagination romantique de M. Abdelkader Benarab à travers ses flâneries littéraires, où l'on découvre la chronique d'un retour au pays natal, qui conclut l'ouvrage et qui déborde de poésie et de nostalgie. On passe de la fraîcheur des hauts plateaux à la ville de Sétif, en passant par une vaste vallée et des prairies verdoyantes. Abdelkader Benarab nous raconte ce qu'a éprouvé un homme qui revient chez lui après une si longue absence. Il avait depuis très longtemps attendu cet instant pour revoir les lieux de son enfance, dut-il ne jamais y retourner. Depuis bien longtemps, il était en proie à une espèce de nostalgie lancinante et des regrets mélancoliques ne cessaient de le ronger secrètement chaque jour. Je l'observe qui s'approche d'une vieille maison, le corps pantelant et la raison presque stupéfaite. C'est ici qu'il habitait avec ses parents. Je vous laisse découvrir la suite et la fin. Paul Balta. Pour Aya Enor. Introduction. Différents textes composent l'ouvrage que nous présentons ici à nos lecteurs. Ils ont été publiés dans la presse algérienne et française entre 1991 et 2012. Constitués d'articles de journaux, de revues mais aussi d'actes de colloques et de conférences, ils gardent une actualité fraîche et vigoureuse au regard des thèmes traités et des problématiques abordées. Nous les avons regroupés en deux grandes catégories dans un souci de cohérence et afin de rendre plus aisée leur lecture. Immigration et littérature puis Islam et Occident. La question culturelle abordée dans cet essai forme le sujet central. Posée comme telle, elle implique dans l'espace diasporique une réflexion sur le vécu migratoire et une vision du monde singulièrement décentrée, car reconstruite hors des repères nationaux mais dans des gabarits dimensionnés aux propriétés nationales. L'immigré vit donc cette permanence d'une crise réitérée, celle de se voir tenu à l'écart, fût-ce un tant soit peu, si loin des frontières que lui assigne collectivement et légitimement le tracé identitaire. Cette frontière dans laquelle évolue et se perpétue aussi sa langue maternelle, constitue l'armature rassurante qui l'avertit des fragilités dommageables à son existence face à l'altérité du monde. D'où l'importance pour lui à partir de ces lieux d'énonciation, de produire un discours chargé de connotations culturelles et de symboliques religieuses en se référant étroitement au paradigme de valeurs originelles. Langue maternelle, identité et pouvoir. Langue, pouvoir et identité agissent comme des entités signifiantes par la proximité étroite de leur champ d'action et le télescopage de leurs enjeux réciproques. La langue est la partie par laquelle les médecins connaissent les maladies du corps, et les philosophes celles de l'âme, écrivait Montaigne. Il s'agit bien sûr ici de l'organe buccal. Mais la langue parlée ne reflète-t-elle pas elle aussi la situation de son usager ? Ce flot de mots, de langage articulé n'est-il pas manié, caressé, mesuré dans notre bouche par cette langue qui donne naissance à l'expression avec laquelle elle ne cesse de se confondre ? La désignation sémantique de la racine gréco-romaine est proche du sanskrit qui attribuait à la langue l'équivalent li qui veut dire lécher, d'où l'affectivité qui régit le rapport étroit de la langue à la mère et d'où la langue maternelle.
De même, la langue arabe utilise dans le corpus coranique exclusivement le vocable lissan, l'organe buccal pour exprimer le concept de langage et non le terme lougha, qui n'apparaît guère. Ce n'est pas l'intention ici de redéployer la problématique de la langue dans une perspective de linguistique descriptive, mais de l'aborder surtout en tant qu'elle fait partie constitutivement de notre moi depuis la naissance. C'est même cette langue considérée comme lieu de formation de nos sensibilités, de nos idées reçues qui va imprimer ce qui sera plus tard notre identité. Fusion charnelle et indéfinissable communion dans cette lignée maternelle, elle est transmise non pas sous sa forme expressive puisque dénuée de signifiance à cet âge embryonnaire et sans référence identifiante, mais dans un langage particulier, susurré par les intimes vibrations qui nous lient à elle. La langue est la mère, dans ce continent noir de la sexualité féminine, Freud. Si on a longtemps cherché à savoir s'il existait une langue commune à tous les hommes, on pourrait dire pour parler comme Rousseau, que c'est celle-là précisément que les enfants parlent avant de savoir parler, mais au lieu du sens du mot, ils n'entendent que l'accent qui l'accompagne. Ainsi la langue est-elle cette poche utérine, le corps dans lequel se fait notre corps, se réalise notre naissance et croît notre individualité. La conception de l'univers, la manière de construire nos rapports s'y inscrivent et déterminent nos modes d'appréhension de la réalité qui nous servent de béquilles de maintien, ou comme des garde-fous préviennent notre chute, une fois en mal d'équilibre. Cette langue deviendra notre nationalité, la bannière d'appartenance en nous protégeant des errements amers dans d'autres paysages linguistiques. Avant qu'elle ne se transforme en sujet grammatical, en phrase complète et en discours signifiant et même bien au-delà de ses attributs de création linguistique, elle constitue la source des pulsions sourdes et secrètes qui alimentent notre pensée, déterminent nos gestes quotidiens, nos histoires particulières. Cet abreuvoir maternel donne naissance à une gamme infinie de subtilités imperceptibles dont le langage idiomatique révèle l'emploi expressif de la pensée sans l'abîmer, en parfaite harmonie avec notre imagination. L'enfant qui n'a pas baigné dans sa langue maternelle, n'a jamais été bercé par le murmure affectueux et les mélodies rythmées de ses voix n'eût connu sans doute, par substitution, que des langages fragiles manquant d'être lisses et duveteux. Nos histoires singulières et leurs signifiants porteront la marque de cette infection aggravée d'une langue artificielle imposée, dans laquelle nous ne pouvons qu'imparfaitement dire les douleurs que nous subissons, alors même que nous sentons leurs effets blessants dans la langue où nous sommes nés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.